Bienvenue dans ce 8e épisode du Grenier. Le grenier, c'est cet endroit autour de moi où sont entassées toutes les théories scientifiques qui ont eu leurs heures de gloire par le passé et qui sont devenues obsolètes du fait de leur réfutation par la science elle-même. L'humanité tout entière contenue dans le corps du premier être humain sur Terre, des spermatozoïdes qui renferment des micro-humains. Aujourd'hui, dans ce 8e épisode du Grenier, on va parler du préformisme. Concernant les domaines de la reproduction et le développement de l'embryon, au XVIe siècle, quasiment toutes les connaissances remontent à l'Antiquité grecque, et essentiellement à Hippocrate, Aristote et Claude Galien. Dans le grand défi consistant à expliquer comment un être vivant est créé à partir de rien, deux grandes théories s'affrontent. D'une part, l'épigénèse, qui postule que l'embryon se forme peu à peu, et selon laquelle les organes apparaissent progressivement au cours de la croissance de l'embryon. Formulée par Aristote dans son livre « Sur la génération des animaux », elle fait face à une autre théorie, celle qui nous intéresse ici, appelée le préformisme. L'hypothèse du préformisme, ou théorie de la préformation, est la suivante. Le développement de l'embryon serait dû au déploiement de structures préexistantes dans l'œuf. En d'autres termes, le futur être vivant qui se développe a toujours été présent, mais si petit et si transparent qu'il en est totalement invisible. Dans le corps de l'un des deux parents, le rôle de la fécondation se limite alors au déclenchement de la croissance de ces êtres miniatures, appelés homunculus en 1694 par Nicolas Hartzucker. Évidemment, l'Église marque une forte préférence en faveur de la théorie du préformisme. Selon cette hypothèse, les enfants à naître existent donc déjà, totalement formés dans leur géniteur, ces enfants abritant eux aussi, dans leur état microscopique, leur propre enfant à venir. Et par un système d'emboîtement, toutes les générations passées et futures. Cette vision alimente l'idée de la religion selon laquelle Dieu, le créateur de toutes choses, avait dès le commencement créé l'ensemble de tous les êtres vivants et à venir. Au sein même de cette théorie, deux modèles se disputent. Car si l'être vivant est préexistant à l'intérieur de l'être qui l'héberge, la question est donc: qui, du mâle ou de la femelle, porte ces êtres minuscules? Cette question donne lieu à deux modèles. L'ovisme d'abord, qui défend l'idée que l'embryon est préformé dans la femelle. Selon l'ovisme, le sperme du mâle ne sert alors qu'à apporter un souffle, une essence vitale, qui provoquera la croissance de l'homunculus. A l'inverse, l'animalculisme propose une vision alternative selon laquelle celui-ci est présent dans le spermatozoïde et que l'œuf féminin ne sert qu'à le nourrir. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Georges-Louis Buffon insère dans les débats sa théorie des molécules organiques dans un modèle physico-mécanique. Selon lui, le germe est produit par une agrégation de molécules qui proviennent des organes de parents et en reçoivent l'empreinte, le moule intérieur. Il défend alors cette hypothèse comme la plus crédible dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, comment cette théorie a-t-elle été mise au grenier? Le préformisme, bien que pratique pour justifier les dogmes de la religion, peine malgré tout à expliquer des phénomènes observés depuis longtemps déjà. La double hérédité, visible notamment dans le cas des hybrides, ou encore la possibilité d'une régénération de certaines parties, ne peuvent pas s'expliquer si l'on considère que l'être est d'ores et déjà formé à la base. Nicolas Hartzucker, l'un des fondateurs de l'animalculisme, changera même radicalement de point de vue, après avoir pris connaissance des phénomènes de régénération des pattes de l'écrevisse. L'un des artisans de la pensée en faveur de l'épigénèse se nomme Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Dans Vénus physique en 1745, il s'oppose au préformisme. À l'époque, un argument en faveur du préformisme est la difficulté à expliquer comment, si l'être vivant se crée à partir de particules léguées par ses géniteurs, comment donc ces particules connaîtraient de manière instinctive l'agencement selon lequel elles doivent être disposées pour former tel ou tel organe. En d'autres termes, comment un élément d'une main sait qu'il est un élément d'une main? Maupertuis répond à cette question en supposant que chaque particule est issue du membre qu'elle devra constituer. Il explique que chaque élément est extrait de la partie semblable à celle qu'il doit former. Cependant, ce n'est pas la forme des particules ni leur constitution qui explique cette spécificité, c'est plutôt la mémoire qu'elles ont acquise de leurs emplacements antérieurs. Mémoire d'ailleurs susceptible d'altérations de toutes sortes, qui expliquerait les mutations observées dans la nature. Ajoutant de la crédibilité à la thèse de l'épigénèse, l'arrivée progressive du microscope accompagna le développement de la théorie cellulaire, selon laquelle la cellule est l'unité structurale, l'unité fonctionnelle et l'unité reproductrice du vivant.
Même s'il est toujours ardu de dater de façon précise le résultat d'un long processus, le 19e siècle et ses nombreuses avancées en embryologie semblent avoir été fatales au préformisme, en faveur de l'épigénèse. Et c'est ainsi que le préformisme a rejoint le grenier des théories obsolètes pour le bien de la connaissance.